l'avez compris en fait à travers l'intervention du sous-gouverneur et des autres interventions, que le financement privé est en train de monter en puissance. Je ne sais plus quel président de fonds américain a déclaré hier comme quoi il fallait démocratiser le financement, absolument, pour ne pas le citer, il faut démocratiser le financement privé, d'une part, et puis surtout, il a déclaré également en fait que lui-même il investirait énormément dans le financement privé et que ce serait une part importante des financements des années à venir, non seulement des entreprises en equity, en dette, mais également pour les infrastructures. Alors pour parler de tous ces sujets, je vais inviter à me rejoindre Cécile Meyer-Lévy, qui dirige la dette privée chez Tikehau, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Ensuite, Alexis Dupont, qui est le délégué général de France Invest, et Pierre-Henri Chapas, Global Partner Rothschild & Co. L'idée, en fait, donc, de la session de cette table ronde, c'est qu'on évoque à la fois le financement en equity, en dette, mais également de parler en fait du financement des deep tech, qui est aujourd'hui, je mets peut-être là, ouais, qui est aujourd'hui en fait un sujet essentiel, stratégique et qui rejoint beaucoup de sujets d'actualité. Alors, sans tarder, puisqu'on est vraiment pris par le temps, je passe la parole à Alexis pour un bilan. En fait, d'ailleurs, France Invest a présenté ses chiffres il y a quelques jours, absolument, pour un bilan sur le private equity. Où en est-on? Merci, Karim. Écoute, un petit bilan rapide de l'année 2024. Je dirais que c'est finalement plutôt une bonne année pour le marché dans un contexte qui était quand même relativement chahuté. Il y a eu quelques événements autour du début du mois de juin de l'année dernière qui faisaient qu'on était quand même moyennement confiant sur le déroulement de l'année, à la fois sur les investissements et sur les levées, en termes d'image de la France à l'international. Et en réalité, dans les chiffres qu'on a publiés il y a quelques jours, ce qu'on constate, c'est finalement à la fois une très bonne tenue des investissements, notamment au deuxième semestre de l'année 2024, donc ce qui était quand même un élément assez positif de notre point de vue. Je vais revenir un peu plus dans le détail sur les éléments, mais de façon générale, c'était plutôt des bonnes métriques. Et aussi sur les levées, je laisserai Cécile dire quelques mots plus précis sur la partie dette privée, mais de toute façon, à échelle du marché, les choses se sont quand même plutôt bien déroulées, à tel point que sur les levées, ça allait même un peu à l'encontre du sentiment général de marché qui était que c'était difficile, alors en réalité c'est difficile parce que c'est beaucoup plus long pour lever un fonds que ça ne l'était il y a encore quelques années. Ce décalage-là, on le voit et on le chiffre relativement bien. Mais les levées se font, les closings se font. Ils sont peut-être un petit peu plus petits que ce qui est espéré par rapport à des augmentations de taille de millésimes, mais ça se fait. Sur les levées, nous, ce qu'on constate, c'est effectivement des chiffres quand même assez intéressants, à la fois sur l'infrastructure et sur le capital investissement en général, pas loin de 39 milliards levés globalement pour les deux. Avec un retour des investisseurs institutionnels, notamment les assureurs français en particulier. On profite pour les remercier de ce retour après une année 2023 qui avait été plus compliquée dans le contexte macro qu'on connaît, avec les effets dénominateurs et autres. Inversement, plutôt une baisse des investissements des personnes physiques. Alors quand je dis personnes physiques, c'est plutôt profil family office, personnes physiques fortunées, sans doute dans le contexte fiscal qui n'a pas aidé à se projeter sur des investissements à très long terme. Et puis une attractivité qui est toujours très, très forte vis-à-vis des investisseurs étrangers. Donc tout ça, c'est assez positif. Une fois que je dis ça, c'est une moyenne, et comme toutes les moyennes, il faut regarder dans le détail. Tous les secteurs et segments d'activité ne sont pas logés à la même enseigne. La situation du venture et du gros, c'est pas la situation du capital transmission ou de l'infrastructure. Donc il faudra regarder un peu plus dans le détail. Sur l'invest, c'est pas loin de 50 milliards injectés globalement. Là, j'inclus la dette privée dans le total, dans l'économie. Donc c'est pareil, ce sont des niveaux importants, avec point de particularité, pas mal de suivi de portefeuille ou de réinvestissement sur l'année, à peu près 2/3 des investissements. Donc c'est vraiment illustratif des efforts de soutien au portefeuille dans un contexte d'allongement des durées de détention. Enfin, je vais revenir sur les sessions, mais ça c'était assez net. Sur les secteurs, c'est vraiment industrie pour le capital investissement, biens et services industriels. C'est plus large que l'industrie, mais ça reste quand même assez spécifique. Et les énergies renouvelables pour ce qui est des infrastructures. Et quand même un petit mot sur la défense, parce qu'on en a pas mal parlé ces dernières semaines. Je pense qu'on n'a pas complètement fini. On a regardé un petit peu ce que ça représentait la défense dans les portefeuilles. Alors là, je parle en stock cette fois-ci. C'est à peu près 4 milliards d'investissements dans le secteur de la défense, avec une définition relativement stricte, proche de celle de la BITD. On a travaillé un peu avec la DGA sur ces chiffres en 4 ans. 4 milliards en 4 ans, et à peu près 20% de l'échantillon de la BITD qu'on a étudié et financé aujourd'hui par le capital investissement. Donc c'est quand même relativement significatif. C'est probablement sous-estimé d'ailleurs.
Et puis peut-être pour conclure sur cette partie introductive, un petit mot sur les cessions, parce qu'évidemment dans le métier c'est le nerf de la guerre. Je sais pas si j'y vais maintenant, mais c'est le nerf de la guerre. C'était un indicateur qu'on regardait avec beaucoup d'attention sur l'année, puisqu'on entendait beaucoup les retours d'investisseurs institutionnels expliquer que les retours étaient longs à venir, que ça devenait problématique. Alors, visiblement, ça n'a pas été si problématique que ça pour les levées, mais c'est un facteur qui revient quand même régulièrement dans les conversations qu'on peut avoir. Les indicateurs qu'on a vus, là encore, sont assez encourageants, puisqu'on a à peu près plus 40% de cessions en valeur, mais quand je dis en valeur, c'est en coût historique, on n'a pas la valeur réelle de cession des opérations. À peu près 12 milliards 8 avec un T2, un deuxième semestre qui a été là aussi assez exceptionnel. Donc on sent une dynamique, il se passe quelque chose. Après, en coût historique, 12 milliards 8, on va dire qu'il faudrait multiplier par 1,8, 2 pour avoir une idée à peu près des montants envoyés aux investisseurs. Donc c'est quand même assez significatif. Mais ça reste quand même inférieur à ce qu'il faudrait au vu des montants investis ces dernières années, à la fois en nombre d'opérations et en montant, pour être au niveau, pour retrouver le rythme de croisière qu'il faudrait avoir. Donc, à peu près 30% de différence. Et la pression sur la liquidité qu'on évoquait en début d'année, elle est derrière nous ou de la part des investisseurs? Oui, absolument. Non, elle n'est pas derrière nous. Les investisseurs sont nos investisseurs institutionnels notamment sont très demandeurs. On leur envoie plus rapidement des montants plus importants. Donc, ça va être un travail très, très important à accélérer sur l'année 2025. Après, si on regarde 2024 dans le contexte macro politique qu'on connaît, se projeter sur des sessions, c'était quand même relativement compliqué. Et malgré tout, les chiffres sont positifs, notamment sur les plus grandes opérations. Donc, il faut augmenter le nombre sur les plus petites opérations, mais on est quand même relativement confiant sur l'année 2025. Et puis, il y a une pression, par ailleurs, liée à l'ancienneté maintenant des millésimes qui fait que je pense que tout ça va s'accélérer. D'accord, merci beaucoup Alexis. Et si on parlait en fait des tailles des entreprises en fait qui sont accompagnées par le private equity, y a-t-il une moyenne, une médiane? Ça commence à des très petites entreprises parce que sur des entreprises très early stage, innovantes, en tout début de vie, ça peut être très petit avec des très petits chiffres d'affaires, même parfois pas du tout de chiffre d'affaires et une bonne idée et très peu de gens. Et ça va jusqu'à des très grandes ETI, parfois des grandes entreprises, mais c'est on va dire 80% de startups PME, 20% d'ETI en mix de financement. Généralement, les PME en dessous de 20 personnes, en dehors des startups, c'est quand même assez difficile. Merci beaucoup, Alexis. Pour ce qui concerne donc l'equity, pour ce qui concerne la dette, Cécile, il y a à peu près une dizaine d'années, la Place financière a publié un rapport en se disant qu'elle sent en fait, donc on sortait plus ou moins de la crise des dettes souveraines et donc toutes les problématiques liées au financement des entreprises qui elles-mêmes commençaient à chercher à diversifier leurs sources de financement et se poser la question, qu'est-ce qu'il y aurait comme solution au niveau de la Place en matière d'instruments de dette? Il n'y avait pas grand-chose. Les fonds de dette n'existaient pas. 10 ans après, les fonds de dette sont là, sont bien présents. Alors, avant de poser la question, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les statistiques, les chiffres, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle des fonds de dette, comment ils interviennent sur le marché et puis pourquoi pas leur interaction avec les banques, sont-ils partenaires, complémentaires ou concurrents des banques? Oui. Bonjour à tous. Effectivement, il y a quelques années, le vocable dette privée était pas du tout dans le panorama. Aujourd'hui, c'est installé. Vous allez même de façon un peu basique chez votre conseil en patrimoine et en gestion privée et va certainement vous proposer un produit dit de dette privée. Alors effectivement, derrière ce vocable, qu'est-ce qu'on entend de façon un peu basique et en miroir avec ce que Alexis, donc qui représente ici France Invest, vient de décrire, c'est le mode de fonctionnement comme un fonds de private equity, mais pour de la dette. Donc ni plus ni moins, en fait, des gestionnaires d'actifs, des asset managers ont pris la vue, comme Tikeo que je représente ici, que le marché du financement dans sa globalité était attractif et qu'on pouvait avoir le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire lever des fonds auprès d'institutionnels, des assureurs principalement, et puis au fur et à mesure, ce spectre des investisseurs, des LP, s'est agrandi et aujourd'hui concerne également donc le marché dit plus du retail, des marchés des investisseurs privés, et pour être en quelque sorte l'intermédiaire, la courroie de transmission avec les entreprises dites PME, ETI. C'est notamment ce marché-là qui est couvert.
Et donc, les fonds de dette sont devenus en quelque sorte des interlocuteurs privilégiés entre des grands investisseurs et des sociétés. On a parlé beaucoup de désintermédiation à une époque où, effectivement, pour encourager le financement de l'économie, il y a eu des initiatives de place très remarquées pour faire référence à des fonds, historiquement, des fonds Novo, Novi, qui ont encouragé l'engouement pour le marché de l'euro-PP. Néanmoins, ce modèle qui était dit, alors il y a beaucoup de franglais dans notre vocabulaire, mais de originate to distribute avait été un peu limité parce que les assureurs n'avaient pas la faculté vraiment, quelque part, d'aller s'adresser à des sociétés dites petite taille, à nouveau PME, ETI, non-investment grade. Et donc, les fonds de dette se sont en quelque sorte engouffrés dans ce phénomène et aujourd'hui prospère. Et donc, il y a un marché au niveau mondial qui ne cesse d'augmenter. Alors, pour donner des ordres de grandeur, on n'arrive pas bien à le qualifier parce qu'il est justement dit privé, mais on parle autour de 3 trilliards de dollars globalement au marché mondial. Après, voilà, au fur et à mesure, dans les grandes ordres de grandeur, les États-Unis représentant environ les 2/3 et l'Europe 1/3, et la France étant un marché très actif à égalité ou selon les années, deuxième après le Royaume-Uni, où à nouveau cette désintermédiation a été très propice dans le mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, dette privée, ça recouvre plusieurs sous-catégories, mais en général, on y fait beaucoup référence en lien avec les opérations de private equity, parce que souvent, ces fonds de dette vont accompagner les opérations de private equity avec une forme simple, et c'est pour ça que ça a eu, tous les mérites ont été souvent loués, parce que ça permet d'aller vite, d'être flexible et d'avoir une sorte de confidentialité assurée. Sans critiquer le mode de fonctionnement des banquiers, c'est vrai que ça nécessite davantage d'interlocuteurs et donc les fonds de dette vont être normalement plus agiles, plus rapides et plus à même de garder une sorte de confidentialité. Merci beaucoup, Cécile, c'était très précis et très intéressant. Juste avec ma petite casquette de France Invest, justement, mais Agnès a déjà mentionné les chiffres. Absolument. Et donc, et quel bilan vous en faites en tant qu'acteur et effectivement, de France Invest, quelle analyse vous faites en fait de l'activité en 2024? Alors en 2024, alors il y a un peu de différents éléments au niveau, à nouveau, comme je l'ai indiqué, mondial. Il y a une sorte de lame de fond, c'est devenu un phénomène maintenant et on a tendance à dire, surtout pour les opérations dites donc de transmission, d'acquisition, que 1/3 est financé par le marché dit obligataire à yield, 1/3 par le marché du financement bancaire avec toute la structuration des CLO, la sécurisation, et puis ensuite 1/3 le marché de la dette privée. En France, aujourd'hui, donc on a un rapport en 2024 de France Invest qui a publié ses statistiques, qui est un peu peut-être en demi-teinte, avec un 2024 qui est un peu inférieur à 2023, mais Agnès a partagé les chiffres, où on a référencé les fonds non seulement de dette dite corporate, mais aussi d'infrastructure, avec un montant de levée qui avoisine un peu plus de 9 milliards et quelques demi, et un déploiement de 12 milliards. Donc il y a de façon globale quand même un nombre d'opérations assez soutenu. Et si on exclut donc cette année les opérations obligations relance qui ont été également une sorte de catalyseur très fort l'année passée en 23-22, on a un nombre d'opérations pour la partie corporate de près de 280 entreprises accompagnées, donc ça devient c'est significatif. Merci beaucoup Marie-Cécile. Et même question, ça concerne en fait en termes de taille d'entreprise, d'EBITDA ou de chiffre d'affaires. Référence d'utiliser cet agrégat un peu restrictif, et désolé s'il y a des auditeurs dans la salle, mais en termes d'EBITDA, et on dit en général, ça va couvrir des sociétés entre 3 millions d'EBITDA à peu près, pas les toutes petites, parce que ça va être un peu d'autres modes de financement. Et la grande nouveauté depuis 3-4 ans, c'est qu'il n'y a plus de limite en quelque sorte. Mais le cœur du marché, notamment en France, ça va être entre 3 et disons 150 millions d'EBITDA
Voilà, on a parlé beaucoup d'Exosens, par exemple. Historiquement, Photonis, ça a été une société qui a été beaucoup dans les portefeuilles des fonds de private equity. Et à l'époque, les fonds de dette l'ont aussi accompagné, d'abord en mezzanine et puis après en unitranche. C'est les deux formes qui sont les plus utilisées. Merci beaucoup, Cécile. Donc, on a parlé de l'equity, de la dette privée. Autre sujet majeur et essentiel, en fait, c'est celui aujourd'hui plus qu'avant. D'ailleurs, ça revient à dire la même chose que tout à l'heure pour la dette. C'est le financement de la deep tech. C'est la première fois que la deep tech, ou de l'innovation et des deep tech en particulier, et c'est la première fois que les deep tech ont un effet immédiat. C'est-à-dire, dès aujourd'hui, 3 secteurs ont été signés par Agnès, l'IA, le quantique et le spatial, qui sont en train de transformer notre monde. En France, où en est-on, Pierre-Henri, vous qui suivez tout type d'entreprise, tout type de deal, à la fois public, privé, etc. Comment vous analysez la situation du financement de l'innovation en France et en particulier des deep tech? Merci Karim, bonjour à toutes et à tous. Donc, le financement de la French Tech, en réalité, en 2022, c'est 12 milliards d'euros. En 2023, c'est 8 milliards d'euros. Et en 2024, c'est 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, c'est les volumes, c'est 2 jours de volume de bourse de la place de Paris. C'est aussi moins que le budget annuel que de la seule université d'Harvard. Harvard, ses coûts de fonctionnement, c'est à peu près 6 milliards d'euros. Voilà. Donc ça, c'est le tout financement aussi de la French Tech. Donc, premier constat, c'est une somme qui est trop modeste. C'est une somme qui s'est contractée de 30% et qui, si l'on retraite les 10 premières plus grosses levées de fonds, qui représentent sur les 6 milliards à peu près 3 milliards, il reste donc 3 milliards d'euros pour toutes les autres, c'est-à-dire à peu près 200 levées de fonds. Et donc, ça représente une levée de fonds moyenne de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros. Donc, ça aussi, le montant moyen de levée est aussi faible. Le constat est un peu sévère parce que, en réalité, au sein de l'Union européenne, la France fait très bien. C'est-à-dire que nos 6 milliards se comparent à 5 milliards pour l'Allemagne, à 2 milliards pour l'Espagne et à même pas un seul milliard pour l'Italie, mais à 13 pour le Royaume-Uni, qui reste encore très moteur. Et enfin, et j'arrête de vous abonder de chiffres, la décroissance de 30% que l'on connaît en 2024 se compare à une stabilité pour le Royaume-Uni et à une croissance beaucoup plus faible en Allemagne, de l'ordre de 10%. Donc c'est en France que, je dirais, le financement de l'innovation, c'est le plus contracté au sein de l'Union européenne en valeur. Pourquoi ? Probablement pour des raisons d'instabilité générale, instabilité géopolitique d'une part, ça c'est incontestable, et peut-être aussi pour des raisons d'instabilité de politique publique perçue en 2024. Alors, qu'est-ce qui a bien marché ? Ce qui marche bien, en réalité, effectivement, c'est le financement des entreprises de software, parce que celles-ci sont très compréhensibles par les fonds d'investissement, aujourd'hui sur un segment très balisé et correspondent à une classe d'actifs particulièrement recherchée de la part des fonds européens, mais aussi de la part des fonds anglo-saxons, ça n'y a pas de doute. On a eu des très beaux succès autour de financement de nos talents de sociétés d'intelligence artificielle générative, Mistral, qui a levé 600 millions d'euros, et l'exemple, bien évidemment, le plus médiatique, mais je rappelle quand même qu'il s'est fait par des fonds américains. Donc, certes, c'est un succès, mais c'est pas tout à fait satisfaisant pour l'Europe, parce que la création de valeur associée à Mistral va avoir tendance à enrichir l'épargnant américain et pas l'épargnant européen. Mais ça reste quand même un succès incontestable. La deep tech qui se finance un tout petit peu moins bien ou plus difficilement reste l'industrie spatiale, et j'y reviendrai, et l'industrie quantique. Pour moi, pose d'ailleurs un problème assez majeur lorsqu'on va revenir sur des enjeux de souveraineté, notamment associés aux enjeux de défense, parce qu'une défense sans quantique et sans spatial présentera sans aucun doute un certain nombre de lacunes si l'on se projette. Donc, si vous voulez, on a quand même des choses qui fonctionnent bien, mais globalement, est-ce qu'on n'est pas en train, quand on voit les chiffres que j'ai cités, de les relativiser par rapport à ce qu'investissent certains acteurs aux États-Unis? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre conscience quand même qu'on est dans une situation assez critique finalement, de sous-investissement structurel
de nos technologies, alors que celles-ci, et les enjeux géopolitiques le montrent, nous apparaissent de plus en plus essentielles. Et si oui, comment faire? On y viendra tout à l'heure. Même question sur les entreprises. Est-ce qu'il y a un gisement d'entreprises en fait suffisant en fait dans ces secteurs-là de la deep tech sur ces trois secteurs qu'on a identifiés, peut-être dans d'autres? Est-ce qu'il y a en France, en Europe, un gisement d'entreprises suffisant ou faut-il les créer, faut-il les accompagner? Un gisement sans aucun doute. Dans l'univers du quantique, par exemple, on a bien sûr Pascal, on a bien sûr Alice et Bob. On a un gisement, si vous voulez, tout à fait dense, qui provient en réalité de l'excellence de notre recherche. Voilà, c'est vrai que la physique quantique en France est un de nos pôles d'excellence et elle a irrigué, via d'ailleurs des collaborations universitaires, tout un tas de startups. Alors il y en a en France, il y en a aussi en Autriche, il y en a aussi en Allemagne. Et dans l'espace, oui, en Allemagne, bien sûr, au niveau des lanceurs. Il y a The Exploration Company qui a monté une capsule qui va être concurrente à SpaceX, qui a trouvé aussi des financements l'an dernier. Donc, il y a des gisements. Ce qu'on fait très bien en Europe, et c'est quand même le paradoxe, c'est qu'on a la capacité de faire émerger au départ des entreprises qui ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux. On le fait parce qu'on est capable de faire des levées de fonds de 20, 30 millions d'euros pour faire émerger ces grands acteurs. Mistral, au départ, c'est une levée de fonds totalement française. L'Exploration Company, c'est européen. Pascal, c'est Quantonation, donc c'est le fonds d'Audacia, etc. Donc ça, on sait les faire émerger. Mais quand il s'agit de lever 200, 300, 400 millions d'euros, là, soit il n'y a personne, soit ils sont américains. Ce qui me donne une suite très logique, comment, Alexis, renforcer nos capacités de collecte et créer des géants de l'investissement dans l'innovation et dans le hors-cote. C'est sûr, je rejoins ce qui a été dit. Il faut. Je sais pas si je rejoins ce qui a été dit. Non, on m'entend pas. Je vais parler très fort. Je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, quand on se compare et qu'on regarde ce qui se passe en termes de métriques dans d'autres régions du monde, on se dit qu'il reste quand même encore un tout petit peu de travail. Je viens de voir une dépêche disant que OpenAI était valorisé 300 milliards d'euros après une nouvelle levée de fonds. Donc voilà, les chiffres que je donnais sur l'ensemble du marché sont un peu à relativiser par rapport au niveau des enjeux. Après, je pense qu'il y a d'abord il y a une prise de conscience, je dirais collective, du fait qu'on a besoin d'aller plus loin en termes de financement de nos grands défis en Europe. Je pense que tout le monde a lu les 500 pages du rapport Draghi, donc je vais pas les reparcourir dans le détail, mais effectivement, il y a quand même une prise de conscience assez générale du fait que on a des défis de financement de l'innovation. Le gouverneur l'a dit également tout à l'heure, de financement de la décarbonation de l'économie, de financement des grands défis géopolitiques, la défense, la souveraineté, qui vont nécessiter qu'on oriente plus d'épargne européenne vers les défis européens. Quand je dis orienter, c'est pas forcer, contraindre, imposer. Il faut aussi convaincre, donner envie. Ça, c'est notre travail d'arriver à construire des produits, des supports et des histoires qui vont donner envie d'aller vers ce type de produits. De façon générale, l'Europe a un problème non pas de montant d'épargne, mais d'orientation de l'épargne vers les entreprises et vers le long terme. Et c'est la faute de personne, c'est le produit d'une culture, d'une histoire, d'une construction qui s'est faite progressivement. L'absence de fonds de pension globalement à l'échelle européenne, se fait quand même cruellement sentir quand on compare les sources de financement de nos collègues américains, y compris en venture capital, donc dans le financement vraiment à risque de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Pour le moment, le mouvement qui est engagé, si je parle vraiment de notre profession, c'est l'ouverture aux particuliers au sens large. Alors, l'ouverture aux entrepreneurs, aux family office, elle commence à remonter un petit peu. Ce sont aujourd'hui les premiers souscripteurs de notre classe d'actifs en termes de catégorie, même si ça a un petit peu baissé l'année dernière. Ce sont aujourd'hui les premiers. Ce sont essentiellement des family office. Des family office ou ce qu'on appelle high net worth individual, vraiment pas des profils, je dirais, particuliers. Donc il y a une marge importante pour aller beaucoup plus loin en construisant des produits adaptés aux problématiques des épargnants, en les formant aussi, parce que c'est une classe d'actifs qui a ses particularités. Il y a un très gros travail qui a été fait autour de la loi industrie verte. Il y a l'émergence de fonds evergreen qui aident à gérer les problématiques de liquidité. Donc, les choses bougent, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite.
Tu citais tout à l'heure le patron de BlackRock, Larry Fink, qui a publié, je crois, hier ou avant-hier, une lettre appelant à abattre les hauts murs du financement privé. Bah oui, faut le faire, puisque ça reste aujourd'hui une classe d'actifs assez réservée à quelques-uns. Et si on veut aller plus loin, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'épargne qui s'alloue vers cette partie du marché. Ça correspond aux besoins, hein. Par ailleurs, c'est pas uniquement une question d'orientation de l'épargne. Ça profitera aux épargnants parce que c'est en général plutôt, malgré leur horizon de long terme, des placements relativement performants. Mais ça profitera aussi à l'économie. On voit que tous les défis qu'on a cités, le financement de la défense, la BITD, c'est des PME, ETI, une très grande partie est de mon côté. L'innovation, aujourd'hui, les startups, pour l'essentiel, sont de mon côté. Elles ont vocation à être cotées un jour. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la table ronde. Les enjeux d'infra, de décarbonation, l'émergence des data centers pour faire tourner l'IA de façon un peu plus souveraine que on le fait aujourd'hui. Tout ça, ce sont des investissements très lourds et en grande partie en non-cotés. Donc, il y a sûrement pas mal de choses à faire. Merci beaucoup Alexis. Et question en fait qui revient très souvent, les sorties en bourse. Qu'est-ce qui bloque? Alors, je vais pas prendre de risque en disant qu'on pourrait faire mieux, puisqu'il y a eu une sortie en bourse l'année dernière. Absolument. Alors, ce qui bloque, je pense qu'on est pas mal à essayer d'y réfléchir. Malgré les apparences, avec ces deux tables rondes séparées, il faut pas opposer les deux. Il faut vraiment qu'il y ait une continuité. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Vincent. Il faut travailler à la continuité entre les deux environnements. Ça veut dire, de notre côté, arriver à accompagner les entreprises sur des durées ou des tours plus nombreux, de façon à ce qu'elles aient la taille critique, le niveau de maturité pour arriver en bourse avec des belles histoires et donc des parcours derrière qui sont intéressants. Pour le moment, en fait, on est encore dans la phase où il y a beaucoup d'entreprises qui sont accompagnées sur leur deuxième tour, qui n'ont pas forcément encore la taille critique, donc il faut travailler là-dessus. Voilà. Après, c'est une voie de liquidité parmi d'autres. Globalement, il faut qu'on travaille à la liquidité de la classe d'actifs. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexis. Cécile, j'ai envie de dire même question pour ce qui concerne les fonds de dette. Comment améliorer la collecte, d'une part, et d'autre part, comment relever, en fait, est-ce que les fonds de dette participent, contribuent, investissent ou financent les secteurs innovants? C'est une question un peu paradoxale parce que effectivement, en tant que spécialiste de crédit, il y a une sorte d'aversion au risque de façon intrinsèque. Non, mais néanmoins, il y a alors toujours pareil avec un décalage par rapport aux États-Unis, de plus en plus de fonds de dette qui se pensent vers des solutions dites où on ne va pas se fonder sur l'IBIDA, mais plus sur l'aspect prospectif et donc ce qu'on appelle ARR avec l'annual recurring revenue, et où on peut en quelque sorte prendre le relais ou accompagner les fonds de capital risque, mais ça reste quand même assez anecdotique, je dirais. Je veux même pas citer de montant parce que c'est très faible, et il y a eu un peu dans la débâcle historique de Silicon Valley Bank, qui était une banque américaine réputée pour ces genres de financement. Ça n'a pas non plus contribué à faire prospérer un peu ce financement, mais néanmoins, comme il y a cet aspect un peu un des grands atouts de la dette privée, c'est de limiter la dilution pour notamment des fondateurs d'entreprises qui, en s'associant avec des fonds de capital risque, peuvent voir leur participation au capital vite réduite. Donc, c'est un des outils. Et dès lors que la société et maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de vraiment identifier les cohortes et d'accompagner, et notamment dans l'industrie du software, c'est quand même assez répandu. Voilà. Après, pour la première question qui a rien à voir sur la partie collecte, effectivement, Alexis vient d'y faire allusion. Il y a une sorte d'évolution sur le marché de façon structurelle qui est d'arrêter de fonctionner avec des sortes de millésimes où on lève, on déploie et après on repart en levée. Il y a maintenant un continuum qui s'est installé avec l'avènement des fonds dits evergreen et qui en même temps aussi participent de cet engouement pour les fonds dits semi-liquides ou semi-illiquides, selon le côté dans lequel on se place, et qui arrive à capter en fait l'attention donc des investisseurs privés. Et il y a de plus en plus, notamment en France, où on est quand même assez à la pointe sur des schémas avec des assureurs d'unités de compte, où en fait dans votre livret, votre contrat d'assurance vie, vous pouvez opter pour
en fait des supports de capital investissement, private equity et private debt. Et la private debt a trouvé un fort écho parce qu'il y a cette notion de distribution, puisqu'on collecte des intérêts de façon trimestrielle ou semi-annuelle. Et donc, ça permet d'encourager et d'attirer les investisseurs. Donc, il y a ce continuum qui s'est installé. Et effectivement, maintenant, le grand thème et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a une grande convergence entre les marchés dits publics-privés sur la façon de fonctionner des entreprises qui peuvent faire appel aux deux de façon un peu indifférente ou même conjointe. Il y a une sorte de aussi collaboration ou partenariat avec les banques qui s'est nouée. Donc, on voit de plus en plus ces frontières un peu devenir de plus en plus floues, non seulement de côté actif, mais aussi passif. Merci beaucoup, Cécile. Pierre-Henri, vous travaillez beaucoup en fait sur cette question de mobilisation en fait et de trouver des solutions. Quels sont les leviers donc même question. Quels sont les leviers pour mobiliser davantage de fonds pour la deep tech, oui, pour l'innovation. Comme je le disais, je pense que cette question est essentielle parce que pour l'instant on a une très belle pépinière, mais les fruits ont tendance à tomber ailleurs qu'en Europe. Et il nous manque en réalité des infrastructures d'investisseurs qui sont capables, encore une fois, de faire les levées de fonds d'OpenAI et donc de participer, d'être leader sur des levées de 300, 400, 600 millions d'euros. Et nous ne les avons pas en Europe, ces infrastructures. Alors comment faire ? Je pense que ça ne peut pas s'envisager, je dirais, si l'on ne conçoit pas une forme de révolution dans la manière de penser le financement de la technologie. Je pense que ça ne se fait pas par des ajustements à la marge. Je pense que ça doit se faire via une vision totalement différente. Et effectivement, il y a le rapport Draghi, qui était notre rapport bien lu, surrelu, et qui dresse des constats tout à fait, enfin, à mon sens, tout à fait pertinents. Mais il y a aussi la pensée de notre ami Enrico Letta. On devrait regarder aussi en miroir. Non pas parce que ça s'oppose, mais parce que ça se complète. Et là, je vais mettre une idée sur la table qui va vous paraître un tout petit peu probablement. Je pense que dans ce que dit Enrico Letta, il y a l'idée du 28e État de l'Union européenne. Et je crois que c'est une des solutions pour apporter une vraie révolution de la manière de financer notre entreprise. L'idée du 28e État, ça aurait été de créer un 28e État totalement virtuel dans lequel pourront s'installer des entreprises avec de la convergence et de la stabilité. C'est-à-dire une stabilité fiscale, une convergence, parce que de fait, ce 28e État sera unique, et qui permettra aux entreprises de se dire « j'investis dans ce 28e État » et à ce moment-là, j'ai une visibilité fiscale, une visibilité du coût du capital, de la fiscalité du capital, de tout un tas de choses qui sera immuable. Parce que les investisseurs ont besoin de stabilité. Et on peut faire d'ailleurs à cette occasion-là, dans ce 28e État, une politique totalement incitative et agressive, notamment vis-à-vis des États-Unis pour capturer leurs talents. Car il ne faut pas se voiler la face. Eux, ils nous font la guerre. Donc si on n'a pas des instruments de riposte, guerre économique bien sûr, donc si on n'a pas des instruments de riposte, on n'y arrivera pas. Je pense que à ce stade, les différents États membres de l'Union européenne, même si on a fait beaucoup pour moi de progrès, sont encore trop hétérogènes pour envisager une convergence de fait. Et donc, je pense que cet instrument-là fait partie des voies qu'il faut sérieusement explorer et relativement vite. Merci Pierre-Henri. Alors, on prend quelques questions de la salle avant de faire un petit tour de conclusion. S'il y a des questions à la salle, je vous en prie. Oui, pardon. Intervention. On a parlé de volume, on n'a pas parlé de rentabilité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cela, aussi bien dans le domaine des dettes privées que dans le domaine du private equity? Merci beaucoup. Tu veux commencer? Alors, il y a plusieurs catégories de dettes selon le niveau de risque. Et donc, pour la dette senior, je pense en écho avec ce qui était partagé tout à l'heure, on va chercher. Alors, souvent, dans le domaine de la dette privée, on parle souvent de dette
à taux variable. Donc déjà, on élimine en quelque sorte l'aspect du risque de taux. Et donc, on va parler donc marge spread, dette senior. La fourchette actuelle est entre, disons, 2,75 à 4,5%. Ce qu'on appelle plus dette privée, où les fonds de dette donc sont à la manœuvre, où on va couvrir donc les opérations dites unitranches et ensuite mezzanine. Les rendements attendus pour les investisseurs oscillent entre net, on dit entre 6 et 8%, sans effet de levier, sachant qu'il y a beaucoup de fonds de dette qui maintenant, alors peu en Europe en raison des contraintes réglementaires des assureurs, mais beaucoup aux États-Unis et pour les investisseurs et américains et asiatiques, etc., encouragent donc ces structurations avec des effets de levier qui permettent d'atteindre des objectifs de rendement qui sont au-delà de 10%, 10-12%. Et ensuite, il y a une classe d'actifs que nous, on a beaucoup développée qui va aller, je pense, de façon croissante, qui est la dette secondaire qui permet de donner la liquidité, de racheter donc à des investisseurs leurs engagements dans des fonds existants déjà déployés avec une petite décote. Et donc ça permet de capter et d'avoir accès donc à ce marché-là avec des objectifs de rendement encore plus élevés finalement autour de aujourd'hui 12-15% net. Et le coût pour les entreprises, si on se place de l'autre côté, c'est un peu la limite de ces financements dits par les fonds de dette qui peuvent être assez onéreux. On va aujourd'hui avoir des unitranches qui vont avoir des coûts de financement qui sont Euribor ou Sonia SOFR selon la monnaie, plus une fourchette entre 5 et 7% à peu près. Sur l'equity, je n'ai pas encore les chiffres 2024, on les publiera cet été, mais sur le millésime 2023, je parle en TRI, donc pas en rendement annuel, on était à peu près autour de 13% de TRI globalement sur le marché, sachant que là encore, le segment infra n'est pas le segment venture capital, qui n'est pas le segment capital développement. Donc il y a des réalités différentes en termes de rendement risque entre chaque sous-segment, mais globalement c'est à peu près ça le niveau d'attente et ça correspond à des multiples, on va dire entre 1,8, 2 et jusqu'à 2,5 ou 3 fois pour les meilleurs. Merci. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. On voit aux États-Unis, en particulier avec le fonds Apollo, que la dette privée commence à se substituer au financement obligataire, y compris l'investment grade. Est-ce que cette évolution est prévisible en Europe? Merci. C'est pour moi la question, merci. Oui, clairement, on a parlé des ordres de grandeur, j'ai dit 3 triards, il y a notamment Apollo, effectivement, qui fait état, et les perspectives sont que ce marché-là pourrait atteindre 40 milliards. Le président de la Société Générale, dernièrement, a également partagé que à terme, peut-être le bilan, en fait, de détention de la dette serait dans les fonds de dette, et donc il y a cette convergence dont j'ai parlé entre les alliances avec les banques et les fonds de dette. Et oui, finalement, c'est les fonds de dette qui sont en train d'être les porteurs et on voit cette évolution vers l'investment grade et c'est quelque part en fait répliquer tout le mode de fonctionnement qui s'est avéré assez efficient, d'être rapide, d'être une main, d'avoir des détenteurs, donc buy and hold, de pas avoir en quelque sorte tous les obstacles et les sujets de facteurs exogènes qui peuvent avoir des fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment quand on veut faire des émissions et qui donnent une sorte de plus grande visibilité. Et donc oui, là aujourd'hui, il y a pas mal d'opérations. Alors à nouveau, en Europe, on est en écho à ce que dit Pierre-Henri, décalé sur les montants, mais on voit des opérations. Et il y a eu notamment Apollo qui a financé Air France. Là, il y a eu un financement pour Chanel aussi. Donc, il y a des opérations sur des entreprises dites investment grade qui sont en train d'être maintenant explorées par les fonds de dette. Donc, je pense que c'est là. Et après, pour élargir le spectre également, on met beaucoup en avant tout ce qui est asset-backed, qui était aussi l'apanage des banques et où on voit aussi ce mode de fonctionnement à nouveau plus rapide, plus agile et avec des détenteurs et donc des solutions qui permettent, parce que finalement ce qui est souvent prisé c'est de rester l'investisseur, investisseur c'est peut-être pas le bon terme, mais ça
dénote de la mentalité, le prêteur de ces entreprises sur le long terme, et pas d'avoir une sorte d'impact de marché où on peut avoir des détenteurs d'obligations qui vont être dans des arbitrages permanents et qui sont finalement pas qui proposent pas une stabilité de prêt. Merci Cécile, je vais vous demander à chacun un mot de conclusion. Il est 11h15, on a un petit quart d'heure de retard, on s'en excuse. Pierre-Henri. Non, mais encore une fois, un climat général malgré tout d'optimisme, parce qu'on a tous les ingrédients pour réussir. Il nous manque maintenant les instruments, et c'est là-dessus, je pense, qu'on doit travailler. Voilà. Merci beaucoup. Cécile. De façon très rapide, juste pour dire que les marchés privés maintenant sont installés dans le paysage. Ouais. Ils vont continuer. Et il y a peut-être un peu des sortes de petits aléas, mais enfin voilà, de façon tendancielle. Et 25, au fur et à mesure, chaque année, il y a quand même quelque chose qui s'installe dans le paysage et qui fait que c'est pas un épiphénomène. Merci Cécile. Oui, pour abonder sur ce que vient de dire Cécile, la gestion dite alternative, en fait, elle est devenue très traditionnelle et très centrale notamment pour la France, pour financer ses défis. On a la chance d'avoir le premier marché de l'Union européenne. J'espère qu'on va le rester. Et je pense que c'est un atout dans le contexte un peu compliqué qu'on connaît, avec beaucoup de choses à financer. Même si on n'est pas encore sur les montants, voilà, on part mieux qu'un certain nombre de nos voisins. Merci beaucoup. On va rester sur cette note optimiste. Et je vous remercie.